Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie de rachis, ou bien la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est une longue tige osseo-fibreuse, c'est-à-dire elle est constituée par des éléments osseux et des éléments fibreux. Elle est située sur la ligne médiane, voilà, à la partie postérieure du tronc. Elle est composée des vertèbres superposées et séparées par des disques fibreux cartilagineux. Sur le plan frontal, elle est droite, c'est-à-dire en avant et en arrière, elle est représentée par une ligne droite. Mais sur le plan sagittal, elle présente des courbures. Voilà. Les courbures qui sont concaves s'appellent les lordoses. Et les courbures qui sont convexes s'appellent les céphoses. D'accord. Le rachis est divisé en deux parties. La partie mobile et la partie fixe. La partie mobile, elle est constituée par 7 vertèbres cervicales en haut. Ensuite, 12 vertèbres dorsales ou bien thoraciques. C'est juste des appellations. Ensuite, on a 5 vertèbres lombaires. Pour le rachis fixe, il est constitué par 5 vertèbres sacrées qui représentent le sacrum et ensuite de 3 à 5 vertèbres coccégiens qui constituent le coccyx. Cette partie-là. Je pense qu'elle est assez claire pour commencer notre cours. Pour le plan, on va voir dans ce cours les vertèbres types, le rachis cervical, le premier vertèbre cervical et le deuxième vertèbre cervical, parce que le premier et le deuxième vertèbre cervical sont très différents. Donc, on va les voir tout seuls. Ensuite, on a les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, un tableau de comparaison, le sacrum, le coccyx, les disques intervertébraux, les ligaments intervertébraux et finalement l'anatomie fonctionnelle du rachis. Tout d'abord, on va commencer par les vertèbres types, c'est-à-dire les caractères généraux des vertèbres. Ces éléments sont toujours présents dans les vertèbres, mais la forme varie en fonction de l'étage, d'accord? Notre vertèbre est divisée en deux arcs. L'arc postérieur, tous ces éléments sont situés en postérieur. Et l'arc antérieur qui est représenté par le corps. Cette partie-là s'appelle les pédicules. On a deux pédicules qui relient l'arc postérieur au corps. Ensuite, on a les apophyses articulaires, deux supérieurs et deux inférieurs, qui assurent l'articulation avec les vertèbres sous- et sous-jacentes. D'accord? Ensuite, on a les lames, ici. Et voilà le foramen vertébral, où se passe la moelle épinière. Et voilà les apophyses épineuses. Ces apophyses épineuses, on peut les palper sous la peau de notre dos. Ensuite, on a les apophyses transverses qui sont là et à l'autre côté. D'un vue de profil, on remarque des trous qui s'appellent foramen intervertébraux ou bien les trous de conjugaison. C'est pratiquement le passage des nerfs rachidiens vers le reste du corps. Le rachis cervical est représenté par la première partie de rachis. Il est composé de 7 vertèbres, dont les deux premières sont différentes
Pour le vertèbre cervical type, de C3 à C6, on a le corps. Le corps, il est allongé transversalement, c'est-à-dire d'une forme rectangulaire, et présente les apophyses semi-lunaires situées au niveau des extrémités latérales de sa face supérieure, qui s'appellent les uncus. Voilà, dans cette vue, les uncus sont plus clairs. Son trou vertébral, elle est d'une forme triangulaire. Son apophyse épineuse est courte et inclinée en bas et bifide, c'est-à-dire elle présente 2 tubercules, d'accord? Pour les apophyses transverses, ils sont là. Elles présentent deux tubercules aussi et le trou transversaire par lequel passe l'artère vertébrale et sa veine adjacente, ainsi que des fibres nerveuses. On peut voir l'artère en rouge dans cette vue, elle passe à travers ces trous transversaires. D'accord? Les pédicules sont courtes et les lames sont longues, se dirigent obliquement en bas et en arrière et en dedans, et limitant en arrière le trou vertébral. Les apophyses articulaires, on a 2 supérieures et 2 inférieures. Bien sûr, cette vue, c'est une vue supérieure. Et c'est situé en arrière des apophyses transverses, d'accord? Le premier vertèbre cervical s'appelle aussi l'atlas. Voilà une vue supérieure de l'atlas. Elle soutient la tête. Elle a la forme d'un anneau doté d'arc antérieur. Voilà l'arc antérieur. Et un arc postérieur. Et 2 masses latérales volumineuses. Elle ne possède ni corps, ni apophyse épineuse, ni pédicule. Ces masses latérales présentent 4 faces. La face supérieure porte 2 surfaces articulaires avec les condyles de l'os occipital. C'est-à-dire, le C1 s'articule avec l'os occipital à travers ces masses latérales, ces surfaces articulaires appelées les cavités glénoïdes. Ensuite, on a la face inférieure. Elle porte 2 surfaces articulaires avec l'axis, c'est-à-dire avec le deuxième vertèbre cervical. Ensuite, on a aussi la face externe, ici, dont on attache aux apophyses transverses. Voilà les apophyses transverses. Et finalement, une face interne, ici, présente une tubercule qui donne attache aux ligaments transverses. On verra ça après. Le trou vertébral, elle est large, de forme circulaire. Elle est divisée en 2 parties par le ligament transverse. Voilà le ligament transverse qui va diviser le trou en 2 parties. La partie antérieure, occupée par l'apophyse odontoïde, voilà, c'est ça, l'apophyse odontoïde, on verra ça après bien sûr. Et la partie postérieure, occupée par le bulbe rachidien. D'accord? Maintenant, on va passer à le deuxième vertèbre cervical, ou bien l'axis. Elle est caractérisée par la présence d'une saillie verticale sur son corps, qui s'appelle l'apophyse odontoïde. Le corps, sa surface supérieure, présente une saillie à l'apophyse odontoïde. Elle s'articule avec l'arc antérieur de l'atlas. Et sa face antérieure donne insertion au ligament atloïdo-axoïdien. C'est un ligament qui reliait l'atlas et l'axis. Sa face inférieure se prolonge par le bec. C'est ça le bec. Le trou vertébral, en forme de cœur, il est moins large que celui de l'atlas.
Les apophyses transverses sont courtes avec un seul tubercule. Voilà. L'apophyse épineuse, elle est volumineuse et bifide aussi. Les pédicules se confondent avec les lames. Pour les lames, sont épaisses. Les apophyses articulaires, situées au-dessus et au-dessous des apophyses transverses. Voilà. Les supérieures sont placées de part et d'autre de l'apophyse odontoïde et les inférieures sont placées au-dessous et en arrière des apophyses transverses. Voilà, les supérieures, les apophyses articulaires supérieures, ils sont là. Et les apophyses articulaires inférieures sont là. Et voilà le bec. Et l'apophyse odontoïde. La 7e vertèbre cervicale, elle s'appelle aussi la vertèbre proéminente, se distingue par une apophyse épineuse volumineuse et non bifide qu'on peut voir et palper à la base du cou. On va passer à les vertèbres thoraciques, sont au nombre de 12. Elles sont assez proches de la description de la vertèbre type. Son particularité est son articulation avec les côtes, comme l'émagement avec les côtes. Les caractères généraux des vertèbres thoraciques sont le corps, voilà, son corps est cylindrique, avec 4 facettes costales, parce qu'il s'articule avec les côtes. On a 2 facettes articulaires costales supérieures et 2 inférieures. Voilà. Ensuite, on a les processus épineux, sont longs et très obliques en bas et en arrière, avec un semi-tuberculeux. On a aussi le foramen vertébral, il est presque circulaire. Et finalement, on a les processus transverses, portent aussi 2 facettes articulaires, costales, droite et gauche. Voilà, c'est ça. Voilà l'articulation de la côte avec le rachis. On remarque qu'elle est s'articuler avec le corps et le processus transverse aussi. Et on remarque aussi qu'elle a des ligaments qui assurent cette articulation. La fossette costale supérieure s'articule avec la côte de même numéro et l'inférieure avec la côte du numéro 1+1. C'est-à-dire, pour ce vertèbre, cette côte s'articule avec sa surface articulaire supérieure. Donc, cette côte prend le même numéro avec ce vertèbre. D'accord ? Dans ce schéma, on remarque 2 surfaces ou bien 2 régions sur les corps, plus une région sur la processus transverse. Cette côte prend le même numéro avec ce vertèbre, parce qu'elle s'articule sur sa face supérieure. On a quelques vertèbres thoraciques qui présentent des particularités. Le T1, le premier vertèbre thoracique, présente des uncus à sa face supérieure, les uncus comme les uncus de la rachis cervicale, ainsi que des fossettes costales supérieures pour la première côte. Son processus épineux est plus horizontal. On a aussi pour le T10, il ne possède pas de fossette costale inférieure. Et le T11 et T12 ne possèdent que 2 fossettes costales au lieu de 4. Pour les côtes flottantes, leurs processus transverses sont trapus, peu développés et ne permettent pas de l'articulation costo-transversaire. Les vertèbres lombaires, elles sont au nombre de 5 et sont les plus volumineuses. Le corps vertébral est réuniforme, c'est-à-dire la forme d'un rein ou un haricot. Voilà, à grand axe transversal. Les pédicules sont sagittaux
est très épais. On a aussi les lames, sont épaisses, plus hautes que larges. Voilà, les corps sont volumineux. Le foramen vertébral, elle est d'une forme triangulaire. La particularité des vertèbres lombaires, c'est pratiquement les deux formations osseuses qui sont les tubercules accessoires, sont des petits tubercules entre les processus articulaires et les processus transverses. Et on a aussi les tubercules mamellaires. Ils sont là. Ils sont à côté à les processus articulaires, d'accord? Les processus épineux, épais, quadrilatères, sagittal, à bord postérieur enflé. Pour les processus transverses, bien sûr, s'appellent les costiformes parce qu'ils sont longs et grêles. Voilà, d'un vue postérieure, on voit bien les processus transverses ou bien les costiformes. D'accord? Un petit tableau qui résume ce qu'on a dit, une comparaison entre les étages vertébrales. Pour les vertèbres cervicales, encore sont rectangles. Le canal ou bien le trou vertébral forme un triangle isocèle. Les pédicules sont égale distance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, les pédicules sont au milieu du corps. Ensuite, on a les lames sont fines et horizontales. Les processus transverses sont courts et bituberculés. Les processus épineux sont bituberculés et quelques éléments spéciaux qui sont les uncus, le foramen transverse, les séants des nerfs spinaux. Pour les vertèbres thoraciques, les corps sont circulaires, le canal est circulaire et les pédicules sont proches au bord supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, voilà, cette présentation montre que les pédicules sont proches au bord supérieur. Les lames sont fines et verticales. Les processus transverses sont unituberculés et longs. Les processus épineux sont unituberculés, longs et obliques. Et les éléments spéciaux sont les facettes articulaires costales sur les processus transverses. Pour les vertèbres lombaires, le corps est réniforme, la canale triangle équilatéral et les pédicules sont proches au bord supérieur. Voilà, les pédicules sont en haut, c'est-à-dire proches du bord supérieur du corps. Les lames sont fines et verticales. Les processus transverses sont unituberculés et lents. Les processus épineux sont unituberculés, courts et horizontaux. Les éléments spéciaux sont les tubercules accessoires et les tubercules mamellaires. Vous pouvez apprendre juste ce tableau pour les examens, d'accord? On va passer à le sacrum. Le sacrum comporte 5 vertèbres soudées situées à la partie postérieure du bassin, encastrées entre les deux os coxaux. Entre les deux os coxaux, on trouve notre sacrum. Il forme avec le rachis lombaire un angle saillant en avant qui s'appelle le promontoire. La forme d'une pyramide quadrangulaire en bas supérieur avec 4 faces. Une face antérieure, une face postérieure et 2 faces latérales. Bien sûr, cette vue, c'est la face postérieure. La base, elle est supérieure, présente des aérons de sacrum qui assurent l'articulation de sacrum avec le 5e vertèbre lombaire. On a aussi un sommet ou l'apex, elle est inférieure, articulaire avec le coccyx, d'accord? Et canal sacré, voilà, canal sacré. C'est un canal prismatique triangulaire. On va étudier chaque face. Tout d'abord, on va commencer par la face antérieure ou s'appelle aussi la face pelvienne. Elle est composée par 3 zones.
La zone médiane, voilà, c'est une zone de fusion des vertèbres. Comporte aussi des crêtes, qui sont là, des crêtes. Et cette zone répond à la face postérieure du rectum. Ensuite, on a une zone des foramens sacro-antérieurs. Voilà, la zone des foramens sacro-antérieurs. Et la troisième zone, c'est la zone latérale, présente la fusion des processus transverses sacro et aussi une zone d'insertion musculaire. La deuxième face, c'est la face postérieure. Elle présente 3 crêtes sacrées, c'est-à-dire 3 lignes. La crête sacrée médiane, elle est là, représente la fusion de processus épineux. La deuxième crête, c'est la crête sacrale intermédiaire. Voilà, la fusion de processus articulaires. Et finalement, la crête sacrale latérale, c'est la fusion des sommets des processus transverses. Les séances sacro-postérieures, entre la crête médiane et la crête intermédiaire, il y a la séance sacrale, là, cette zone-là, et la deuxième, elle est là. Donc on a 2. Ensuite, on a aussi les foramens sacro-postérieurs qui livrent passage aux branches postérieures des racines spinales. D'accord? Les faces latérales, elles sont divisées en 2 parties. La première partie, c'est la partie supérieure, répond aux 2 premiers vertèbres sacrées et comporte une facette articulaire coxale. Et la partie inférieure répond aux 3 dernières vertèbres sacrées et forme le bord latéral du sacrum. Elle présente une zone d'insertion musculo-ligamentaire. Le coccyx, c'est un os médian et symétrique. Résulte la fusion de 4 ou 5 vertèbres coccygiens s'atrophient. Sa forme, elle est triangulaire avec 2 faces, une face antérieure et une face postérieure. Un sommet inférieur. Et sa base supérieure s'articule avec le sacrum. On est arrivé à les disques intervertébraux. Bien sûr, entre les corps vertébrales, il y a des disques. Ce sont des lentilles fibrocartilagineuses B-convex. Son épaisseur, elle est de 3 mm à l'étage cervical, ensuite 5 mm à l'étage dorsal et finalement 9 mm à l'étage lombaire. Formé de 2 parties, la partie en périphérie représente l'anneau fibreux et la partie centrale qui s'appelle le noyau pulpeux. Elle est mobile, incompressible et amortissant les chocs. D'accord? Le disque intervertébral peut se déplacer hors des limites de sa situation normale, entraînant une hernie discale. C'est-à-dire le disque va compresser la moelle. Voilà les étapes, c'est pratiquement le noyau pulpeux qui va déplacer. Finalement, on est arrivé à les ligaments intervertébraux qui assurent l'articulation entre les vertèbres. Premièrement, on a le ligament longitudinal antérieur.
voilà, qui reliait les corps en antérieur. Ensuite, on a le ligament longitudinal postérieur qui reliait les corps en postérieur. Ensuite, on a le ligament jaune. C'est entre les lames, d'accord? On a aussi le ligament interépineux qui reliait les processus peineux. Ensuite, on a les ligaments surépineux ou bien épiépineux qui recouvrent les sommets des processus épineux, d'accord? Voilà, elle est là. Un ligament intertransversaire, c'est-à-dire entre les processus transverses. Et finalement, on a les ligaments interapophysaires. On a deux, antérieur et postérieur. Voilà, un autre schéma. Le ligament longitudinal antérieur, le ligament longitudinal postérieur, le ligament jaune entre les lames, le ligament interépineux et le ligament épiépineux. Et voilà. Finalement, on y est arrivé à l'anatomie fonctionnelle du rachis. Le rachis assure trois fonctions principales. La fonction protectrice, c'est-à-dire elle protège la moelle épinière contre les traumatismes. Ensuite, la fonction statique, c'est-à-dire il maintient la posture debout et supporte le poids de la tête, du tronc et des membres supérieurs. La troisième fonction, c'est la fonction cinétique. Bien sûr, le rachis dans son ensemble est l'équivalent d'une articulation à troisième degré de liberté, c'est-à-dire on peut faire une action de flexion-extension. Voilà, un flexion et extension, un flexion et extension. On peut faire aussi une inclinaison ou inflexion latérale, comme ça. On peut faire aussi une rotation axiale. Une rotation axiale sur le plan transversal. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, abonnez à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Merci, à bientôt.